C'était en 2011 au Salon du Livre de Saint-Malo, étonnant voyageur. J'étais en train de dédicacer, puis il y a un monsieur qui arrive et qui me dit: «Je vous ai apporté un gâteau». Ah, je suis: «Ah bah, c'est sympa», je prends le gâteau et puis il me dit: «C'est le gâteau d'une empoisonneuse». Ah, je fais: «Ah, très bien», et puis je repousse le gâteau et là, il m'explique que c'est le gâteau d'Hélène Gégado. Il me demandait et il me dit demande si je savais qui c'était, donc je lui dis non et il m'explique qu'à Rennes, il y a une pâtisserie qui refait le gâteau comme le faisait Hélène Gégado, la même recette. Sauf que sur le gâteau, il y a une bande en travers où il y a écrit «Garantie sans arsenic». Et ça m'a fait rire. Et moi, comme j'ai une maison en Bretagne, je suis allé dans ma maison avec le gâteau. J'ai mangé le gâteau, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et puis, le lendemain, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette Hélène Gégado? Je vais regarder s'il y a des trucs sur internet». Et le premier truc que j'ai découvert, c'est qu'elle avait été guillotinée en 1852, le 26 février. Et il se trouve que le 26 février, c'est ma date anniversaire. Je me suis dit: «Au bout d'un moment, il faut écouter les signes», et puis je suis parti comme ça, voilà. Parce qu'il semblerait que cette femme soit la plus grande tueuse en série du monde. Record jamais battu, quoi. Et en crime de droit commun. Et je me disais: «Mais comment ça se fait qu'on la connaît pas?» Parce que moi, à mes copains bretons, quand je leur disais: «Je vais écrire un livre sur Hélène Gégado», tous me disaient: «C'est qui?» J'ai: «Comment ça, c'est qui? En Bretagne, vous avez la plus grande tueuse du monde, vous savez pas qui c'est?» Et puis, en fait, j'ai assez vite découvert que elle a été, comme son procès a démarré un samedi, le 6 décembre 1851, et qui se trouve que 4 jours avant, le mardi 2 décembre, il y a eu le coup d'État de Napoléon III, que là, évidemment, dans toute la France, a été un cataclysme invraisemblable, que du coup, son procès a été zappé, et qu'ensuite, elle a glissé dans les oubliettes de l'histoire, et que je me disais qu'il était temps de la remettre en lumière, cette petite fleur bretonne. Alors oui, si le roman s'appelle Fleur de tonnerre, c'est parce que Fleur de tonnerre, c'était le prénom, le surnom que lui donnait sa mère qui a été sa première victime. Elle a empoisonné sa mère à 8 ans. Ça montre déjà un joli caractère, quoi. Et ensuite, elle a empoisonné ses 2 tantes maternelles, puis sa propre sœur, et puis elle avait oublié son père, ce qui fait que des années plus tard, elle est repassée par Plouhinec pour empoisonner aussi son père, parce qu'elle avait tendance à tout bien faire, quoi. Et à son procès, elle a rien voulu expliquer, rien. Elle a donné aucune explication, elle n'a pas voulu parler, rien du tout. Et le seul truc qu'elle a dit, c'est une fois que le juge lui a annoncé à la fin de son procès qu'elle allait être condamnée à mort, il lui a dit: «Est-ce que là, enfin, vous avez quelque chose à dire?» Et là, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est à propos des jurés. Elle leur a dit: «Ceux qui m'empêchent de poursuivre ma mission se retrouveront avec moi dans l'au-delà. Et alors là, ils verront.» C'est-à-dire qu'elle était gonflée. Même à ce moment-là, elle a menacé et s'est jurée. Et la veille du jour où on allait la guillotiner, il y a un abbé qui est rentré dans sa cellule. Il s'appelait l'abbé Tiercelin. Il y avait le gardien-chef de la prison là, qui était là, qui s'appelait Michel. Et c'est lui qui a raconté ça, ce que je vais vous dire plus tard. C'est que là, elle était assise sur sa paillasse dans la cellule. Et tout d'un coup, sans qu'on lui demande rien, elle s'est mise en marche. Et elle a commencé à parler. Et elle a commencé à parler et à dire qu'en fait, le problème de son existence, ça avait été que quand elle était petite fille, dans la ferme de ses parents, tous les soirs, lors des veillées bretonnes, avec les voisins, tout ça, elle entendait des légendes bretonnes. Et surtout, l'encou. Et l'encou que vous connaissez sans doute tous, que vous connaissez sans doute tous, mais donc l'ouvrier de la mort avec sa faux comme ça, qui se balade partout sur les chemins de Bretagne avec sa charrette, la cariguelle de l'Ankou, et qui fauche tous les vivants et qui tombe dans sa charrette. Et au bout d'un moment, ben, elle s'est prise pour la réincarnation de l'Ankou. Et elle a dit un truc qui est assez curieux, parce qu'elle a dit ça en 1852, et on aurait dit du Dolto avant l'heure. Elle a dit que quand elle voyait la terreur que ses parents avaient par rapport à l'Ankou, les craintes que ça leur suscitait, tout ça, elle dit: quand les parents ont trop peur de quelque chose, ils redonnent leur peur à leurs enfants. Et alors, ils ne les protègent plus. Et alors, tout peut arriver.
jusqu'à donner finalement, jusqu'à créer un personnage comme moi. Et elle a dit aussi un autre truc, elle dit que elle-même, quand elle entendait les légendes de l'Ankou, on était terrifiés, était dans un état de crainte incroyable. Et c'est là où elle est très spéciale, c'est que la façon qu'elle a trouvée pour dominer sa peur, elle a expliqué ça, c'est qu'elle a décidé de devenir la peur. Elle dit, je n'aurai plus peur parce que ça sera moi la peur. Je n'aurai plus d'angoisse, ça sera moi l'angoisse. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé bizarrement sa tête à elle. Et ça a été pas terrible pour les têtes des gens qui lui ont fait, à qui elle a fait à manger, quoi. Mais elle a été formidable quand même parce que la première personne qu'elle a voulu, et souvent les gens qui ont lu le livre croient que je l'ai inventé, et c'est vraiment vrai. Sa première personne qu'elle a voulu empoisonner quand elle avait 8 ans, c'était une petite gamine de 7 ans qui était une petite bergère qui s'appelait Émilie Lemoguenne. Et cette petite Émilie Lemoguenne déjeunait le midi dans la ferme des parents d'Hélène Gégado, où il y avait la mère, donc Hélène Gégado, et puis la petite Émilie Lemoguenne. Et un jour, à table, la petite Émilie, elle regarde son assiette de soupe et elle dit, mais c'est quoi ces boules noires dans mon assiette? Et comme je lisais dans l'extrait, la mère Samen voit ça, elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Fleur de Tonnerre? Mais je t'ai pas dit que les bêtes belladone, c'est du poison, etc. Tu te rends compte, tu les aurais écrabouillés, tu aurais touillé la soupe, on s'en serait pas rendu compte, et alors imagine ce qui serait arrivé. Elle n'aurait pas dû dire ça à la mère, parce que le lendemain, quand est arrivée la soupe, la fille avait bien compris la leçon, et c'est comme ça que la mère y est passée. Mais assez vite, oui, je m'y suis attaché parce que je connaissais, je pressentais la raison. D'ailleurs, Marina Foïs, l'actrice qui voudrait absolument jouer Fleur de Tonnerre, elle m'a dit une phrase vachement bien. Elle m'a dit, en fait, l'histoire de Fleur de Tonnerre, c'est pas l'histoire d'une serial killeuse, c'est l'histoire d'une femme qui a eu trop peur quand elle était petite fille. Et là, tout d'un coup, ça devient intéressant, quoi. Mais j'ai retrouvé dans les archives de l'INA une émission de Pierre Dumayet qui en 1960, je crois, il faisait une émission qui s'appelait En votre âme et conscience, où il représentait à chaque fois une séance de tribunal. Et d'ailleurs, c'était Alice Saprich qui jouait Hélène Gégado à son procès. Et il y a une reconstitution du procès. Et après, il avait fait une interview d'un psychiatre. Et moi, à propos d'Hélène Gégado, j'étais persuadé que c'était une schizophrène, vu qu'elle se prend pour l'encou. Donc voilà, c'est une schizophrène. Et le psychiatre expliquait que, eh ben non, que c'était pas une schizophrène, que c'était en fait une perverse. Mais une perverse, pas dans le sens que nous, on emploie habituellement, où on pense toujours perversité sexuelle, je sais pas quoi, des trucs comme ça, mais là, que c'était, en sens psychiatrique, la perversité est une forme d'une vraie maladie qui arrive toujours par un dérèglement dans l'enfance, un truc qui fait que, paf, la vie se met à partir sur le mauvais pied et que ça entraîne vers un chemin de perversité. Donc en fait, il semblerait qu'Hélène Gégado n'était pas une schizophrène, mais qu'elle souffrait de perversité psychiatrique. Contrairement aux auteurs en série, les auteurs en série, en général, c'est des spécialistes. Par exemple, Jacques Léventreur, il ne supportait pas les prostituées. Bon, il tue les prostituées. Landru, c'était les femmes. Bon, il fout les femmes dans le four. Petiot, c'était les juifs. Enfin bon, c'est tous des spécialistes. Tandis qu'Hélène Gégado, c'était une généraliste du crime. Elle tuait aussi bien les hommes que les femmes, les vieux que les jeunes, les enfants, les nourrissons, tout ce qui vivait, quoi. Voilà, c'était une généraliste. Et si elle a pu tuer autant, parce qu'elle a commencé à l'âge de 8 ans et elle s'est faite arrêter à 48 ans, donc c'est 40 ans de crime. C'est parce que elle ne manifestait jamais aucune haine vis-à-vis de ses victimes. Et donc, on pouvait pas soupçonner. Et même des fois, elle empoisonnait des gens qu'elle aimait beaucoup.
Et quand ils étaient morts, ben, elle avait beaucoup de chagrin. Mais elle les avait empoisonnés quand même. Ce qui est marrant aussi chez elle, c'est qu'elle ne mentait pas. Et qu'en fait, on n'a pas su l'entendre. Parce qu'à chaque fois qu'elle arrivait dans une place, elle disait, partout où je vais, la mort m'accompagne. Elle disait ça à ses employeurs. Et par exemple, elle a une fois raconté, elle a dit, un jour, je suis allé à Guernes, chez l'abbé Le Drogo. Je suis rentré chez lui, il y avait 7 personnes. Quand j'en suis reparti, c'est moi qui ai fermé la porte. Et puis, à chaque fois, elle aimait beaucoup assister aux obsèques de ses victimes. Et elle sortait toujours du cimetière en disant toujours la même phrase, en disant « Oh là là, encore un !» Et quand je pense que ça n'est pas le dernier. Et elle a été gonflée parce que la dernière place où elle est allée, c'est à Rennes, chez un type qui s'appelait Théophile Bidard de Lannoy, qui d'ailleurs plus tard allait devenir député-maire de Rennes, qui était euh, un ancien juge, professeur de droit à la faculté de Rennes, expert en affaires criminelles, un des très rares experts en affaires criminelles qu'il y avait en France. Et elle se fait engager chez lui, mais délibérément, quoi. Et alors là, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est il y a 2 solutions. Soit c'est une forme de suicide. Ou alors c'était une provoque supplémentaire. C'est même chez un mec comme ça, je vais buter tout le monde. Et c'est ce qu'elle a failli faire parce que chez Bidard de Lannoy, elle a zigouillé 2 servantes. Elle en a loupé une qui s'est retrouvée simplement dans le coma. Et c'est en empoisonnant, en tentant d'empoisonner Bidard de Lannoy, on sait avec quoi d'ailleurs, avec un ragoût de petits pois qu'elle s'est faite choper. Mais en même temps, elle a vécu une histoire d'amour. Ça, je trouve c'est formidable. Comme quoi, les histoires d'amour, c'est vraiment extra. Ça arrive à tout le monde et n'importe où, même les gens les plus bizarres et tout ça. Parce que un jour, elle est arrivée à Lorient chez Monsieur et Madame Véron. Et il se trouve que Hélène Gégado tombe immédiatement amoureuse de Monsieur Véron. Alors, quand on est fleur de tonnerre, ça pose pas un problème. Parce qu'assez vite, Madame Véron a dégagé. Ce type-là a refusé d'assister à son exécution. Il n'a pas voulu voir le moment où on lui coupe la tête. Et quand il y a eu une autopsie après après qu'elle ait été guillotinée, là où il y a eu l'autopsie, est arrivée une couronne d'immortelle pour elle. Et donc, ce type, voilà, c'était une grande histoire d'amour. Eh bien, Jean Telet, merci beaucoup. Et merci à vous. D'être venu pour vos réponses. Oui.